Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Jean de la Bruyère. Livre 7. De la ville. 11. Quel est l'égarement de certains particuliers, qui riches, du négoce de leur père, dont ils viennent de recueillir la succession, se moulent sur les princes pour leur garde-robe et pour leur équipage, excitent, par une dépense excessive et par un faste ridicule, les traits et la raillerie de toute une ville, qu'ils croient éblouir, et se ruinent ainsi à se faire moquer de soi. Quelques-uns n'ont pas même le triste avantage de répandre leur folie plus loin que le quartier où ils habitent. C'est le seul théâtre de leur vanité. L'on ne sait point dans l'île qu'André brille au Marais, et qu'il y dissipe son patrimoine. Du moins, s'il était connu dans toute la ville et dans ses faubourgs, il serait difficile qu'entre un si grand nombre de citoyens qui ne savent pas tous juger sainement de toutes choses, il ne s'en trouvât quelqu'un qui dirait de lui. Il est magnifique, et qui lui tiendrait compte des régals qu'il fait à Xanthé et à Ariston, et des fêtes qu'il donne à Elamir. Mais il se ruine obscurément. Ce n'est qu'en faveur de 2 ou 3 personnes qui ne l'estiment point, qu'il court à l'indigence, et qu'aujourd'hui en carrosse, il n'aura pas dans 6 mois le moyen d'aller à pied. 12. Narcisse se lève le matin pour se coucher le soir. Il a ses heures de toilette comme une femme. Il va tous les jours fort régulièrement à la belle messe au feuillant ou au minime. Il est homme d'un bon commerce, et l'on compte sur lui au quartier 2. Pour un tiers ou pour un 5e à l'ombre ou au reversi. Là il tient le fauteuil 4 heures de suite chez Harissi, où il risque chaque soir 5 pistoles d'or. Il lit exactement la Gazette de Hollande et le Mercure galant. Il a lu Bergerac, des Marais, l'Esclache, les historiettes de Barbin, et quelques recueils de poésie. Il se promène avec des femmes à la plaine ou au cours, et il est d'une ponctualité religieuse sur les visites. Il fera demain ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il fit hier. Et il meurt ainsi après avoir vécu. 13. Voilà un homme, dites-vous, que j'ai vu quelque part. De savoir où, il est difficile. Mais son visage m'est familier. Il l'est à bien d'autres. Et je vais, s'il se peut, aider votre mémoire. Est-ce au boulevard sur un strapontin, ou aux Tuileries dans la grande allée, ou dans le balcon à la Comédie? Est-ce au Sermon, au bal, à Rambouillet? Où pourriez-vous ne l'avoir point vu? Où n'est-il point? S'il y a dans la place une fameuse exécution, ou un feu de joie, il paraît à une fenêtre de l'hôtel de ville. Si l'on attend une magnifique entrée, il a sa place sur un échafaud. S'il se fait un carrousel, le voilà entré, et placé sur l'amphithéâtre. Si le roi reçoit des ambassadeurs, il voit leur marche, il assiste à leur audience, il est en haie quand ils reviennent de leur audience. Sa présence est aussi essentielle au serment des ligues suisses que celle du chancelier et des ligues mêmes. C'est son visage que l'on voit aux almanachs représenter le peuple ou l'assistance. Il y a une chasse publique, une Saint-Hubert, le voilà à cheval. On parle d'un camp et d'une revue, il est à Houille, il est à Acher. Il aime les troupes, la milice, la guerre. Il la voit de près, et jusques au fort de Bernardy. Chanlès et les marches, Jacquier les vivres, Dumès l'artillerie. Celui-ci voit, il a vieilli sous le harnois en voyant, il est spectateur de profession. Il ne fait rien de ce qu'un homme doit faire, il ne sait rien de ce qu'il doit savoir. Mais il a vu, dit-il, tout ce qu'on peut voir, et il n'aura point regret de mourir. Quelle perte alors pour toute la ville? Qui dira après lui? Le cours est fermé, on ne s'y promène point. Le bourbier de Vincennes est desséché et relevé, on n'y versera plus? Qui annoncera un concert, un beau salut, un prestige de la foire? Qui vous avertira que Beaumaviel mourut hier, que Rochois est enrhumé et ne chantera de 8 jours? Qui connaîtra comme lui un bourgeois à ses armes et à ses livrées? Qui dira? Scapin porte des fleurs de lys. Et qui en sera plus édifié? Qui prononcera avec plus de vanité et d'emphase le nom d'une simple bourgeoise? Qui sera mieux fourni de vaudeville? Qui prêtera aux femmes les annales galantes et le journal amoureux?
Qui saura comme lui chanter à table tout un dialogue de l'opéra, et les fureurs de Roland dans une ruelle? Enfin, puisqu'il y a à la ville comme ailleurs de fort sottes gens, des gens fades, oisifs, désoccupés, qui pourra aussi parfaitement leur convenir? 14. Théramène était riche et avait du mérite. Il a hérité, il est donc très riche et d'un très grand mérite. Voilà toutes les femmes en campagne pour l'avoir pour galant, et toutes les filles pour épouseurs. Il va de maison en maison faire espérer aux mères qu'il épousera. Est-il assis, elles se retirent, pour laisser à leurs filles toute la liberté d'être aimables, et à Théramène de faire ses déclarations. Il tient ici contre le mortier. Là il efface le cavalier ou le gentilhomme. Un jeune homme fleuri, vif, enjoué, spirituel n'est pas souhaité plus ardemment ni mieux reçu. On se l'arrache des mains, on a à peine le loisir de sourire à qui se trouve avec lui dans une même visite. Combien de galants va-t-il mettre en déroute? Quel bon parti ne fera-t-il point manquer? Pourra-t-il suffire à tant d'héritières qui le recherchent? Ce n'est pas seulement la terreur des maris, c'est l'épouvantail de tous ceux qui ont envie de l'être, et qui attendent d'un mariage à remplir le vide de leur consignation. On devrait proscrire de tels personnages si heureux, si pécunieux, d'une ville bien polissée, ou condamner le sexe, sous peine de folie ou d'indignité, à ne les traiter pas mieux que s'ils n'avaient que du mérite. 15. Paris, pour l'ordinaire le singe de la cour, ne sait pas toujours la contrefaire. Il ne limite en aucune manière dans ses dehors agréables et caressants que quelques courtisans, et surtout les femmes, y ont naturellement pour un homme de mérite, et qui n'a même que du mérite. Elle ne s'informe ni de ses contrats ni de ses ancêtres. Elle le trouve à la cour, cela leur suffit. Elle le souffre, elle l'estime. Elle ne demande pas s'il est venu en chaise ou à pied, s'il a une charge, une terre ou un équipage. Comme elle regorge de train, de splendeur et de dignité, elle se délasse volontiers avec la philosophie ou la vertu. Une femme de ville entend-elle le bruissement d'un carrosse qui s'arrête à sa porte, elle pétille de goût et de complaisance pour quiconque est dedans, sans le connaître. Mais si elle a vu de sa fenêtre un bel attelage, beaucoup de livrées, et que plusieurs rangs de clous parfaitement dorés l'aient ébloui, quelle impatience n'a-t-elle pas de voir déjà dans sa chambre le cavalier ou le magistrat? Quelle charmante réception ne lui fera-t-elle point? Ôtera-t-elle les yeux de dessus lui? Il ne perd rien auprès d'elle. On lui tient compte des doubles soupentes et des ressorts qui le font rouler plus mollement. Elle l'en estime davantage, elle l'en aime mieux. 16. Cette fatuité de quelques femmes de la ville, qui cause en elle une mauvaise imitation de celle de la cour, est quelque chose de pire que la grossièreté des femmes du peuple, et que la rusticité des villageoises. Elle a sur toutes deux l'affectation de plus. 17. La subtile invention, de faire de magnifiques présents de noces qui ne coûtent rien, et qui doivent être rendus en espèces. 18. L'utile et la louable pratique, de perdre en frais de noces le tiers de la dot qu'une femme apporte. De commencer par s'appauvrir de concert par l'amas et l'entassement de choses superflues, et de prendre déjà sur son fond de quoi payer Gautier, les meubles et la toilette. 19. Le bel et le judicieux l'usage que celui qui, préférant une sorte d'effronterie aux bienséances et à la pudeur, expose une femme d'une seule nuit sur un lit comme sur un théâtre, pour y faire pendant quelques jours un ridicule personnage, et la livre en cet état à la curiosité des gens de l'un et de l'autre sexe, qui, connus ou inconnus, accourent de toute une ville à ce spectacle pendant qu'il dure. Que manque-t-il à une telle coutume, pour être entièrement bizarre et incompréhensible, que d'être lu dans quelque relation de la Mingrélie? 20. Pénible coutume, asservissement incommode. Se chercher incessamment les unes les autres avec l'impatience de ne se point rencontrer. Ne se rencontrer que pour se dire des riens, que pour s'apprendre réciproquement des choses dont on est également instruite, et dont il importe peu que l'on soit instruite. N'entrer dans une chambre précisément que pour en sortir. Ne sortir de chez soi l'après-dîner que pour y rentrer le soir, fort satisfaite d'avoir vu en 5 petites heures 3 Suisses, une femme que l'on connaît à peine, et une autre que l'on n'aime guère. Qui considérerait bien le prix du temps,
et combien sa perte est irréparable, pleurerait amèrement sur de si grandes misères. 21. On s'élève à la ville dans une indifférence grossière des choses rurales et champêtres. On distingue à peine la plante qui porte le chanvre d'avec celle qui produit le lin, et le blé froment d'avec les seigles, et l'un ou l'autre d'avec le méteil. On se contente de se nourrir et de s'habiller. Ne parlez à un grand nombre de bourgeois ni de Guéret, ni de Baliveaux, ni de Provins, ni de Reguin, si vous voulez être entendus. Ces termes pour eux ne sont pas français. Parlez aux uns d'onnage, de tarif, ou de sol pour livre, et aux autres de voix d'appel, de requête civile, d'appointement, d'évocation. Ils connaissent le monde, et encore parce qu'il a de moins beau et de moins spécieux. Ils ignorent la nature, ses commencements, ses progrès, ses dons et ses largesses. Leur ignorance souvent est volontaire, et fondée sur l'estime qu'ils ont pour leur profession et pour leur talent. Il n'y a civil praticien, qui, au fond de son étude sombre et enfumée, et l'esprit occupé d'une plus noire chicane, ne se préfère au laboureur, qui jouit du ciel, qui cultive la terre, qui sème à propos, et qui fait de riches moissons. Et s'il entend quelquefois parler des premiers hommes ou des patriarches, de leur vie champêtre et de leur économie, il s'étonne qu'on ait pu vivre en de tels temps, où il n'y avait encore ni office, ni commission, ni président, ni procureur. Il ne comprend pas qu'on n'ait jamais pu se passer du greffe, du parquet et de la buvette. 22. Les empereurs n'ont jamais triomphé à Rome si mollement, si commodément, ni si sûrement même, contre le vent, la pluie, la poudre et le soleil, que le bourgeois sait à Paris se faire mener par toute la ville. Quelle distance de cet usage à la mule de leurs ancêtres! Ils ne savaient point encore se priver du nécessaire pour avoir le superflu, ni préférer le faste aux choses utiles. On ne les voyait point s'éclairer avec des bougies, et se chauffer à un petit feu. La cire était pour l'autel et pour le Louvre. Ils ne sortaient point d'un mauvais dîner pour monter dans leur carrosse. Ils se persuadaient que l'homme avait des jambes pour marcher, et il marchait. Ils se conservaient propres quand il faisait sec. Et dans un temps humide ils gâtaient leurs chaussures, aussi peu embarrassés de franchir les rues et les carrefours, que le chasseur de traverser un guéret, ou le soldat de se mouiller dans une tranchée. On n'avait pas encore imaginé d'atteler 2 hommes à une litière. Il y avait même plusieurs magistrats qui allaient à pied à la chambre ou aux enquêtes, d'aussi bonne grâce qu'Auguste autrefois allait de son pied au Capitole. L'étain dans ce temps brillait sur les tables et sur les buffets, comme le fer et le cuivre dans les foyers. L'argent et l'or étaient dans les coffres. Les femmes se faisaient servir par des femmes, on mettait celles-ci jusqu'à la cuisine. Les beaux noms de gouverneurs et de gouvernantes n'étaient pas inconnus à nos pères. Ils savaient à qui l'on confiait les enfants des rois et des plus grands princes, mais ils partageaient le service de leurs domestiques avec leurs enfants, comptant de veiller eux-mêmes immédiatement à leur éducation. Ils comptaient en toutes choses avec eux-mêmes. Leurs dépenses étaient proportionnées à leurs recettes, leurs livrées, leurs équipages, leurs meubles, leurs tables, leurs maisons de la ville et la campagne, tout était mesuré sur leur rente et sur leurs conditions. Il y avait entre eux des distinctions extérieures qui empêchaient qu'on ne prît la femme du praticien pour celle du magistrat, et le roturier ou le simple valet pour le gentilhomme. Moins appliqués à dissiper ou à grossir leur patrimoine qu'à le maintenir, ils le laissaient entier à leurs héritiers, et passaient ainsi d'une vie modérée à une mort tranquille. Ils ne disaient point. Le siècle est dur, la misère est grande, l'argent est rare. Ils en avaient moins que nous, et en avaient assez, plus riches par leur économie et par leur modestie que de leurs revenus et de leur domaine. Enfin on était alors pénétré de cette maxime, que ce qui est dans les grands splendeurs, somptuosité, magnificence, est dissipation, folie, ineptie dans le particulier. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.